d'avoir pris leur temps pour rester aujourd'hui de nous regarder. Oui, certes, un rêve brisé, mais dans la foi, un rêve n'est jamais brisé. Bien sûr que l'objectif, quand on s'est engagé, c'était de pouvoir aller jusqu'au bout. Malheureusement, un processus qui fait partie de quelque chose qui fait partie du processus électoral, à savoir le parrainage, nous a bloqués. Tout au contraire, eux, de se décourager, ça devrait nous permettre, ça doit nous permettre de reculer pour mieux sauter. Et savoir où on a péché et corriger afin que cela ne nous arrive plus. Je pense que c'est des fois important de savoir apprendre des échecs, parce que c'est un échec, je l'appellerai un échec. Si on réussit à apprendre des échecs, ça peut toujours nous servir pour le futur. Donc c'est pourquoi, au lieu que cela soit un motif de découragement, c'est plutôt un motif d'encouragement qui me permet de faire une évaluation à mi-parcours et de dire voilà ce qui n'a pas accroché. Vous estimez toujours que votre programme est le meilleur? Pour moi, oui. Pour moi, mon programme est le meilleur. Mais ça peut ne pas être la même chose pour les autres. Ce dont je suis certain, c'est que j'ai un programme, ou bien nous avons un programme qui, implémenté correctement, va faire décoller ce pays-là. Oui, au-delà des secteurs où vous avez mis de l'accent, où vous voulez rénover, apporter des corrections, évaluer qu'est-ce qui a marché depuis 1960 à nos jours, mais vous avez mis l'accent sur le Sénégal numérique, une ville attractive numériquement parlant, à l'événement avec la mondialisation où les États-Unis, les grandes puissances sont en train de développer, ils sont déjà dans la révolution numérique, mais vous voulez que le Sénégal soit peut-être le prochain hub numérique de l'Afrique. Est-ce que vous maintenez cet axe prioritaire dans votre programme? Effectivement, il fait partie de nos priorités. Mais bien avant cela, il y a quatre secteurs qui sont fondamentalement importants, que nous considérons comme étant la priorité des priorités. Et le premier, c'est le secteur primaire. Nous croyons fermement que ce pays ne peut pas se développer tant que le secteur primaire n'est pas développé. Un pays ne peut pas reposer à 70% sur l'agriculture, l'élevage et la pêche et l'artisanat. Et les gens se permettent d'aller au champ, de cultiver pendant 3 mois. Parce que 3 mois, c'est la période, c'est la durée de la saison des pluies. On ne peut pas vouloir travailler pendant 3 mois et puis se nourrir pendant 12 mois. C'est pas possible. Donc il faut chercher un moyen de faire travailler ces paysans-là, de les rendre actifs pendant au moins 9 à 10 mois. Et ils auront la possibilité maintenant de se reposer pendant 2 mois ou 3 mois. Ça, c'est un élément important. Mais aussi, là, il y a le second élément qui est la santé. On dit souvent que la santé, elle est importante, fondamentalement importante. Nous sommes ici aujourd'hui en train de discuter parce que nous sommes en bonne santé. Et si on n'était pas en bonne santé, ça n'allait pas se passer. Donc il est important aujourd'hui... Est-ce que les carences révélées par la pandémie à Covid-19 vous a poussé à revoir ce secteur? Non, ça a toujours été ma priorité, la santé. Est-ce que vous voyez, là, ça a toujours fait partie de nos priorités. La santé, c'est fondamentalement important parce que, comme je l'ai dit tantôt, quand les gens ne sont pas en bonne santé, ils ne peuvent pas réfléchir, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas aller à l'école. Est-ce que vous voyez? Donc, nous croyons fermement qu'il y a possibilité de vraiment prendre en charge les soins de santé primaires des populations. Bien sûr que nous avons des approches que nous n'allons pas divulguer maintenant, mais que nous pourrons communiquer avec les gens pendant les campagnes. Le troisième axe, c'est l'éducation. Si nous pensons réellement que le futur de ce domaine repose sur la jeunesse, il va falloir qu'on s'assure que la jeunesse, on a mis à la disposition de la jeunesse un système éducatif performant. Vous êtes professeur en même temps, vous avez enseigné dans beaucoup d'universités et instituts privés en Afrique. Le système éducatif sénégalais semble être malade. Avez-vous des solutions et sur quel levier appuierez-vous pour relancer carrément ou soigner carrément ce secteur? La première chose qu'il faut faire, il faut motiver les enseignants. Comment les motiver? Nous les devons de l'argent, il faut qu'on les paye. Il faut qu'on trouve un moyen de les payer. Mais même si on ne les paye pas tout, qu'on essaie de trouver un accord que chacun aura la responsabilité de respecter afin qu'au moins
qu'ils soient motivés. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est un élément fondamental. Mais il faut aussi, ce qui est important aussi, il ne faut pas qu'on escamote aussi la formation des enseignants. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas vouloir former des gens qu'on veut compétents et qu'on utilise des gens qui n'ont pas la formation requise. Il faudrait que l'État s'engage, se détermine vraiment à aider comment on appelle ça, les enseignants à suivre une formation adéquate qui pourra les permettre d'être beaucoup plus performants dans leur métier. J'ai souvent dit que les enseignants, on ne peut pas les payer. On peut tout simplement leur donner quelque chose, mais on ne peut pas les payer. Donc, il ne faudrait pas qu'on pense que c'est des privilégiés. Loin de là. Nous avons un devoir, une responsabilité de faire en sorte que ces gens-là, ces enseignants, au moment où ils sont en classe, qui ne pensent pas à des dettes qu'ils ont et qui ne savent pas comment ils vont payer. La problématique rapidement des abris provisoires, il y a une certaine inégalité éducative. Ceux des centres urbains sont dans des établissements ultramarins, mais ceux des périphéries, c'est-à-dire des régions reculées, continuent à étudier dans des conditions extrêmement difficiles. Parfaitement. Quelle solution apportez-vous? Non, il n'y a pas de solution, si ce n'est que se débarrasser des abris provisoires. Il faudrait qu'on arrête de penser que le Sénégal, c'est Dakar, c'est Thiès. Est-ce que vous voyez? C'est Kaolack, c'est Mbour. Est-ce que non, c'est Saint-Louis. Non, le Sénégal, c'est le Sénégal des profondeurs. Il faut qu'on pense à ces gens qui sont à l'intérieur du pays et qui sont des laissés pour compte, si je peux l'appeler ainsi. Ils étudient dans des conditions extrêmement difficiles. Les enseignants enseignent dans des conditions difficiles. Les parents vivent dans des conditions extrêmement compliquées. Je pense que c'est important de penser à ces populations que j'appelle toujours démunies, afin quand même qu'il y ait un équilibre entre le système éducatif pratiqué en ville et le système éducatif pratiqué en campagne. Je pense que ce sont tous des citoyens, ce sont tous des gens qui, demain, sont appelés à travailler, à relever les défis de développement de ce pays-là. Il faudrait qu'on les mette dans des conditions excellentes d'éducation. Le quatrième axe, c'est l'axe que vous maîtrisez le plus. C'est votre domaine de prédilection. Non, le quatrième, c'est les infrastructures. Maintenant, c'est le cinquième qui est le numérique. Le numérique. Le numérique est fondamentalement important. Pourquoi? Je ne dirais pas qu'on ne peut pas se développer sans le numérique, mais on va traîner derrière. Le numérique, écoutez, un exemple très simple. Quand il y a de cela 30 ans, 40 ans, vous êtes à Tamba, vous avez par exemple votre Ndiéké qui est à Dakar, votre femme a accouché. Qu'est-ce que vous faisiez? Il n'y a pas de téléphone, vous écrivez une lettre. Avant que la lettre n'arrive ici... Les cassettes, on enregistre les cassettes à voilà. Avant que la lettre n'arrive ici, le baptême est déjà passé. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Avec moins de 100 francs, en moins de 20 secondes, vous réussissez votre pari. Vous réussissez à joindre la personne, lui dire ce qu'il faut lui dire, et puis c'est fini. Écoutez, à tous les niveaux d'ailleurs. Et c'est la même chose un peu partout, dans tous les secteurs. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, avec la technologie, il y a des choses qui se faisaient en 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, qu'on peut faire maintenant en 1 heure, 2 heures de temps. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça vous permet de faire plusieurs choses, beaucoup de choses en un laps de temps. L'Afrique semble être en retard par rapport à cette révolution. Effectivement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour renverser la tendance ou pour permettre aux Africains d'être en parfaite harmonie avec ce qui se passe ailleurs? Il faut investir là-dessus. Comment? Il faut investir sur la formation, sur l'éducation. Il faudrait que les gens comprennent qu'il faut encourager les gens à entrer dans la recherche. Et ça sera ce qui va faire. Vous voyez la révolution... Mais nos pays financent moins les recherches. Mais ce n'est pas normal. La 4e révolution industrielle, je dis que c'est le numérique. C'est le numérique. Et si on rate le coach, on est foutu. Surtout, il y a 2 éléments qui sont fondamentaux dans cette 4e révolution industrielle. C'est, par exemple, ce qu'on appelle la blockchain et l'intelligence artificielle. Il faudrait que nos États commencent déjà présents à investir dans ce domaine. Non seulement ça va nous permettre de créer beaucoup d'emplois, mais ça va nous sécuriser, ça va nous protéger et ça va permettre aux gens d'être beaucoup plus compétitifs. Les pays les moins développés, au regard des enjeux
et des axes prioritaires. Est-ce qu'on n'a pas laissé de côté ce domaine? Parce que jusqu'à présent, l'exemple du Sénégal, il y a des villages qui peinent à accéder à la connexion, à la connexion 4G. Il y a des villages qui peinent à trouver même un réseau téléphonique. Pendant ce temps, dans les centres-villes, il y a Tigo, il y a Expresso, il y a Orange. Est-ce qu'on n'est pas en train d'orienter ou de détourner les objectifs? Par rapport à là où on devrait être, Oui. Je peux dire que le Sénégal est en retard. Mais par rapport à l'Afrique, je peux dire que le Sénégal est en avance. Parce que quand même, le Sénégal aujourd'hui possède l'une des plus grandes bandes passantes en Afrique. Et ça, c'est important. Mais le Rwanda nous donne le pion, d'autres pays, non, quand je dis le Cap-Vert, ce que je veux dire par là, il y a des startups, des jeunes ingénieurs qui créent, qui innovent, qui inventent. Je suis d'accord, c'est qu'il y a un rôle que l'État doit jouer. C'est quand même essayer d'accompagner, par exemple, la jeunesse dans ces startups. Mais aussi faire en sorte que, d'abord, que ces gens, que ces jeunes, que cette jeunesse-là, soit beaucoup plus exposé au TIC, afin de pouvoir quand même avoir le courage de dire, écoute, moi je ne veux pas travailler pour quelqu'un, je veux travailler pour moi-même. Est-ce que vous voyez? Ça demande une compétence, mais ça aussi, ça demande un accompagnement humain, mais un accompagnement aussi financier. On parle plus de l'autosuffisance alimentaire, une économie extravertie, on parle plus que l'Afrique doit travailler à avoir sa propre autonomie, à être indépendante. Mais dans cette quatrième révolution dont vous faites allusion, est-ce qu'il faut travailler pour que nos pays soient le plus rapidement possible des pays souverains, des pays qui vont posséder leur véritable data center, où ils vont garder des données personnelles? Bien sûr, c'est important d'avoir cette intégrité au niveau des données de votre État. C'est important. Mais il faut aussi savoir une chose, que plus on a des données, plus on est exposé du point de vue sécurité. Pourquoi? Ça, il faut le savoir, parce que plus il y a des données, plus il y a une manipulation. Les autres pays doivent continuer à héberger nos données. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que je veux tout simplement dire, que nous devons prendre toutes les dispositions nécessaires, de faire en sorte que, par exemple, les données que nous générons sont des données qui sont intègres, qui ne sont pas violées, qui sont sécurisées. C'est de ça que je veux parler. Est-ce que vous voyez? Nous pouvons les sécuriser ici. Mais ce qu'il faut, il faut la compétence, il faut aussi l'investissement. Et je pense que ce n'est pas la matière grise qui manque dans ce pays-là. Nous avons une jeunesse qui est prédisposée vraiment à être excellente dans ce domaine. Il suffit tout simplement que la formation suive et l'accompagnement aussi suive. Parce qu'aussi, il faudrait que les gens, il faudrait qu'on oublie, qu'on arrête aussi de penser qu'éduquer, aller à l'école, avoir un diplôme, c'est suffisant. Non. Il faut avoir un diplôme, mais il faut aussi savoir l'utiliser. Et ça, c'est la formation, ça, c'est la pratique. Ce qu'on fait dans la vie réelle et ce qu'on apprend à l'école, généralement, ce n'est pas la même chose. Et la seule différence, c'est qu'il faut savoir l'appliquer. On te met à un niveau de capacité, de compétence qui te permet d'adapter ce que tu as appris à ce dont tu as besoin au niveau de l'entreprise. Donc, c'est des réalités, c'est quelque chose qui est possible. Mais il va falloir que nous, en tant que pays, en tant que gouvernement, mais aussi en tant que jeunes, aient cette volonté de dire, écoute, on ne veut pas rester derrière, on veut prendre les devants. Y a-t-il nécessité d'aller vers la souveraineté numérique? Effectivement, c'est une nécessité. Quels sont les enjeux si on n'y travaille pas dès à présent? Non, les enjeux, comme je l'ai dit, nous serons obligés tout simplement de nous exposer, d'exposer nos données, d'exposer, si vous voulez, notre souveraineté nationale, la sécurité de notre pays. Et je pense que c'est pas ça. Et au-delà même de cela, nous ratons des opportunités de créer des emplois qui, aujourd'hui, pourraient réduire
vraiment le taux de chômage dans ce pays-là. Parce que je dis que la technologie d'information et de la communication, c'est quelque chose qui touche à tout. Et par conséquent, quand on dit que ça touche à tout, c'est qu'il y a possibilité à tout moment qu'il y ait des problèmes. Donc, opportunité de service, donc boulot. Donc, c'est des emplois. M. Ndiaye, vous êtes professeur de mathématiques, vous enseignez la statistique également et vous vous intéressez à tout ce qui touche le monde technologique. Le Sénégal vient d'inaugurer la semaine dernière son premier data center avec cette liesse populaire, cette communication. Beaucoup pensent que ces genres de centres ne doivent pas être publiés, en faire une politique, politiser l'inauguration. Vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'avis qu'il faut ce que le président a fait? Est-ce qu'il devrait le faire? Écoutez, ce que je peux dire, c'est une excellente chose vraiment d'avoir un data center. Mais aussi, c'est une autre chose de savoir l'exploiter. Et je comprends ce que vous dites en parlant de la publicité qui a été faite autour de cela. Pour des raisons sécuritaires. Voilà, je pense que ça pouvait ne pas être nécessaire de le faire. Hein. Mais comme souvent, on est très politique, nous avons toujours cette envie de faire comprendre aux gens que nous travaillons. Est-ce que vous voyez? Mais je pense que on pouvait se passer de la publicité autour de ce data center. Je salue quand même l'initiative d'avoir un data center. Mais il faut savoir aussi que l'obtention d'un data center vient avec beaucoup de risques. Et les risques, c'est quoi? Il faut savoir réellement protéger ce data center-là. Protéger en termes d'attaques cybersecurity. Ça, c'est des choses qui sont quelque chose sur lesquels nous devons vraiment penser. Parce que quand même, il y a des gens qui trouvent du plaisir, les hackers, est-ce que vous voyez, à percer, tester le niveau de sécurité qu'a un serveur, est-ce que vous voyez. Et l'Afrique est probablement une cible. Vous n'aurez pas conseillé, si vous avez été consulté à l'avance au président Macky Sall je n'allais pas demander, je n'allais pas les encourager de publicité, de faire la publication. Il fallait rester fallait le faire dans l'anonymat, sachant ce que nous savons, et continuer à travailler, l'exploiter, l'améliorer. Vous voulez dire que l'Afrique est vulnérable à tout point de vue? Mais même l'Europe est vulnérable, à plus forte raison que l'Afrique. Même les États-Unis, ils sont vulnérables. Les hackers, ils n'épargnent personne. Oui, donc, effectivement, il va maintenant falloir se retrousser les manches pour faire en sorte que vraiment qu'il y ait un mur qu'on ne peut pas traverser pour atteindre nos données. Monsieur Ndiaye, vous êtes aussi chef de parti. Le Sénégal vient d'adopter une loi sur le terrorisme. Le vote de ce projet de loi a créé beaucoup de bruit, mais suscité encore des commentaires. Vous étiez là au Sénégal, vous avez suivi l'actualité comme tout le monde, les débats. Quelle appréciation faites-vous? Êtes-vous fier de notre Assemblée nationale au regard des bruits, des bagarres, des insultes? Êtes-vous fier? Non, je ne suis pas fier de notre Assemblée nationale. Je pense qu'il y en a qui ne comprennent pas pourquoi ils sont dans l'hémicycle. Je pense qu'être dans l'hémicycle, c'est défendre les besoins des populations, faire en sorte que les problèmes auxquels se trouvent confrontées les populations soient des problèmes que l'État prend en charge, que l'État prend en compte. Est-ce que vous voyez, une Assemblée nationale ne doit pas suivre seulement ce qu'on lui demande de faire. Et ce qui est étonnant, c'est que des fois ici, je vois nos députés qui viennent à l'Assemblée, qui votent des lois sans pour autant aller se concerter avec leur base. Je pense que c'est leur base qui les ont élus. Donc c'était important d'aller vers eux, vers ce peuple-là pour leur demander leur avis par rapport à une telle ou telle loi. Il y avait une urgence. En ce qui s'agit... Comment? Est-ce qu'il y avait une urgence de voter une telle loi? Non, moi, je ne vois pas l'urgence. Je ne vois pas l'urgence. Maintenant, qu'ils y trouvent une urgence, c'est eux. Moi, je ne vois pas l'urgence. D'abord, c'est des trucs que, avant de les voter, je pense que c'est important
quand même que les gens s'asseyent autour d'une table et d'en discuter. Sur, voilà. Sur cette affaire. Ça devait faire l'objet d'un débat national. Oui, bien sûr. Puisqu'on parle de souveraineté. Ça, bien sûr. Aujourd'hui, moi je dis que cette loi, elle est antidémocratique. Si réellement elle est appliquée comme on le dit, hein, je pense que c'est une loi antidémocratique. Parce que je dirais qu'elle est peut-être uniquement faite pour les leaders de l'opposition. Mais le ministre a dit qu'il fallait voter cette loi, sinon le Sénégal risque d'être sanctionné par les partenaires techniques et financiers. Le Sénégal risque d'être dans la liste rouge. Et vous savez ce que c'est mettre un pays dans la liste rouge. Oui, mais là où le problème... Vous savez, moi je suis contre la violence, je suis contre l'instabilité. Cela va sans dire. Vous ne cautionnez pas le vandalisme? Non, je ne cautionne pas. Je suis avec l'État quand ils disent qu'ils veulent protéger les biens, les biens privés des personnes, les biens privés des sociétés, des gens qui sont avec nous. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on traite de terroriste quand même quelqu'un qui organise un meeting, par exemple, un rassemblement, et que par hasard, il y a eu de petites altercations qui amènent l'État à venir prendre quelqu'un pour dire que, écoute... Vous voulez dire que cette loi est liberticide? Plus que liberticide. Je dis personnellement, ça n'engage que moi. Ce que je dis, c'est que... c'est la position de votre parti? C'est la position de mon parti, mais aussi c'est la position de la coalition. Au sein de la coalition, nous croyons fermement que cette loi est liberticide. Elle est liberticide en ce sens que je dirais même qu'elle a été votée pour... Si on peut parler de ce qui s'est passé au mois de mars, je peux dire que c'est une loi qui a été votée pour les événements de mars, pour les événements de mars 2021. Est-ce que vous voyez? Moi, comme je l'ai dit, hein, je suis contre la violence. Je suis contre les casses, je suis contre le vandalisme. Est-ce que vous voyez? Faut-il continuer à voter des lois pour faire plaire aux autres? Non, non. Les lois doivent être votées parce qu'elles sont adaptables à notre environnement social, à notre république, à notre nation. Moi, c'est ça que je vois. Est-ce que vous voyez? Moi, je pense, hein, je prends un exemple très simple. En 2011, le 23 juin 2011, le président Macky Sall faisait partie de ceux qui incitaient la population à refuser le vote de cette loi du quart bloquant et du ticket président-vice-président. Est-ce que vous voyez? Si cette loi était votée le 22 juin, le 23 juin, il serait qualifié comme un terroriste. Ouais. Est-ce qu'en réalité, il est terroriste? Non. Non. Donc, le droit de manifester est l'un des droits fondamentaux. Voilà. Donc, moi, je dis, encore une fois de plus, il va falloir qu'on soit... qu'on ait quand même la tête sur les épaules, qu'on essaie de réfléchir davantage, qu'on essaie de dire que ce pays a été un modèle de démocratie dans ce pays, dans cette Afrique. Maître Ndo l'a dit hier, le droit de manifester est l'un des droits fondamentaux de notre Constitution. Effectivement. Effectivement. Et maintenant, si on dit que si vous manifestez, vous êtes un terroriste, parce que ce qu'il faut savoir, c'est cela. Si aujourd'hui l'État... Mais quels sont les enjeux? Donnez-moi une petite minute. Si aujourd'hui, par exemple, l'État veut prendre un Mamadou Ndiaye, est-ce que vous voyez? Mais il attend tout simplement que Mamadou Ndiaye organise un meeting pour demander, par exemple, à des gens pour venir semer le cafouillage dans le meeting, et hop, ça commence, les gens se battent par-ci par-là, et on vient cueillir Mamadou Ndiaye. Est-ce que ça, c'est normal? Je vous repose la question, est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Comment vous qualifiez cette loi? C'est pourquoi je dis que c'est une loi liberticide, c'est une loi antidémocratique. Vous voulez dire qu'il se pose un problème de la gouvernance démocratique dans nos pays? Effectivement. Effectivement. Sur ce point, par rapport à cela, s'il y a des points sur lesquels je suis d'accord, même s'il y a des points sur lesquels je suis d'accord sur la loi, mais il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est traiter, par exemple, des manifestants terroristes alors qu'ils sont là tout simplement pour défendre le droit à la manifestation. Vous voulez dire que ces jeunes Sénégalais qui ont manifesté les 2, 3 et 8 mars ne sont pas des terroristes? Il n'y a pas de force occulte
qui a infiltré les manifestations? Pour ceux qui ont cherché à casser, ceux qui ont cherché à tuer des gens, je dis que cette loi est peut-être une loi qui leur est sied. Mais pour ceux qui ont marché uniquement et dans la paix pour défendre un droit, hein, je dis qu'ils ne méritent pas cette loi-là. Mamadou Ndiaye, vous êtes par l'homme politique dans cette émission. Le président Macky Sall a fait 2 tournées. Après Kaffrine, il est allé au Fouta. Il y a eu Fouta Tampi, il y a eu Fouta Tampani. Il entame encore une nouvelle tournée à Thiès et en Casamance. Pendant ce temps, le peuple sénégalais continue à décrier cette tournée économique qu'il qualifie de tournée politique et qu'il qualifie également de tournée qui vise à préparer les prochaines élections locales. Avez-vous un point de vue tranché sur la question? Est-ce une tournée politique ou une tournée économique? Où le chef de l'État cherche à asseoir sa base électorale? Ok, moi ce que je veux dire d'abord, c'est que le chef de l'État, il a le droit de faire une tournée. Est-ce que vous voyez? Est-ce le moment? Attendez, il a le droit de faire une tournée. Maintenant, faudrait-il que la tournée soit bien qualifiée. Si c'est une tournée politique, il a ce droit-là. Mais qu'il utilise, par exemple, les deniers générés par son parti pour le faire. C'est-à-dire que les moyens financiers utilisés pour faire cette tournée politique, que soit de l'argent qui vient de son parti politique. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si on regarde aujourd'hui la tournée qu'il est en train de faire et qu'on dit être une tournée économique, moi je dis qu'une tournée économique serait, par exemple, mieux vue si, par exemple, il prenait des experts en économie, il prenait, par exemple, des gens, des investisseurs, peut-être dans le secteur privé, hein, et avec eux, ils vont partir dans une localité bien précise, dans une région bien précise, essayer de voir qu'est-ce qui, quand même, on peut faire là-bas pour permettre cette zone de se développer. Est-ce que vous voyez? Avec la réflexion de ces experts, avec les moyens financiers du secteur privé qui seraient prêts à financer, je pense que c'est un rendez-vous où par exemple, où le besoin se fait sentir, où les experts et les moyens se rencontrent pour pouvoir faire en sorte que des décisions soient prises afin de développer cette zone. Là, j'aurais accepté que c'est une tournée économique. Mais quand on va pour inaugurer, je pense que les inaugurations, moi je dis que il pouvait utiliser son temps pour faire autre chose que d'inaugurer. Inaugurer un hôpital, je pense que son ministre de la Santé pouvait le faire. Je pense que son gouverneur pouvait le faire. Est-ce que vous voyez? Je ne suis pas pour. Maintenant, il est libre de le faire. Il est libre de le faire à condition qu'il le fasse avec les moyens de son parti, parce que c'est une tournée politique. Voilà. Alors, Mamadou, nous sommes à 6 ou 7 mois des élections locales. Vous étiez candidat, malheureusement recalé par le système de parrainage. Serez-vous candidat d'abord et pour quelle mairie? D'abord, ce que je peux vous dire, c'est que partout dans le pays où nous pensons avoir... sur la coalition Jotna, mais vous d'abord... Non, je ne parle même pas. Non, oui, effectivement, moi je serai candidat. Mairie, quelle collectivité territoriale? Je compte être candidat dans ma commune de Patarsine. Aussi, nous sommes en train de voir aussi le conseil départemental de Fatick. Donc tout ça, c'est des choses que nous regardons. Ce n'est pas seulement Fatick. Fatick, le fief du chef de l'État. Ouais. Ce n'est pas suicidaire d'être... Pourquoi suicidaire? Nous sommes tous... Il y a eu des directeurs généraux, des ministres et après, qui est issu de Fatick. Laquelle commune il avait gagné en 2009? Oui, d'accord. Mais ça c'est le choix de la population de Fatick. C'est à eux de dire, nous allons reconduire l'APR, la mouvance présidentielle, ou bien nous voulons un changement. Maintenant, ça dépend de l'alternative que nous leur proposons. Si nous leur proposons une alternative où ils se reconnaissent mieux, plus, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne choisissent pas cette alternative. Parce que je pense que les contrées, les localités veulent se développer. Ils ne veulent pas reculer, ils ne veulent pas aussi stagner. Est-ce que vous voyez? Et je dis que
tout dépend de l'alternative que nous allons les proposer. La coalition Jotna, vous êtes membre pendant que les autres envahissent la place de l'indépendance de la nation. Vous êtes en tournée économique, en meeting, en baquet. Vous avez regroupé bon nombre de leaders, y compris Abdoul Mbaye. Quelle est la stratégie? Quel est le plan stratégique? Non, écoutez, nous croyons à une chose. Il faut... les populations, on n'entre pas en contact avec eux à partir des plateaux de télévision. Il faut descendre sur le terrain. Et ça, c'est la pratique de Jotna. Jotna veut aller à l'encontre des populations, comprendre quelles sont les préoccupations des populations, essayer de trouver avec eux, de proposer avec eux des solutions qui peuvent quand même les sortir de la situation de pauvreté dans laquelle ces populations se trouvent actuellement. Ce que Jotna veut, je pense que c'est le bon chemin. Est-ce que vous voyez? C'est la bonne approche, c'est la bonne stratégie. Aller à la rencontre des populations, les écouter, hein, mais aussi les parler. Leur parler du moins. On les parle, ils nous écoutent, on échange, on comprend mieux leurs préoccupations et je pense que après ça sera facile de mettre sur place quelque chose, une solution qui leur... Elle s'agrandit, est-ce à dire, vous êtes en train de travailler pour faire de la coalition, pour faire de Jotna une forte coalition qui va fédérer toute l'opposition? Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Ta conviction? Par contre, je vous dis que les élections à venir ne se feront pas sans Jotna. Parce que vous voyez, nous aurons notre mot à dire. La coalition Jotna aura son mot à dire dans toutes les élections à venir. Que cela soit au local, que cela soit au législatif, ou bien que cela soit... Vous n'êtes pas déstabilisé? Loin de là. Malgré le départ des uns et des autres? Nous vivons dans une sérénité et nous sommes sûrs de nous, nous sommes confiants. Hein. Bien sûr, l'union fait toujours la force, mais ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est parti qu'on va se démobiliser. Non. Tout au contraire. Mais la mouvance présidentielle est en train aussi d'œuvrer. La mouvance présidentielle œuvre pour éclater, pour déstabiliser votre coalition. C'est ça aussi la réalité. Écoutez, c'est quelque chose dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais demain va nous édifier. Je dis que dans la coalition Jotna, le cœur de la coalition Jotna, c'est une coalition qui est bien soudée. Et ça ne sera pas facile de faire éclater la coalition Jotna. Je dis que même ça risque d'être impossible. En 30 secondes, votre mot sur la supposée ou probable troisième candidature du chef de l'État? Moi, je vais vous dire que je ne crois pas à cette candidature. Je pense que l'article 27 a été très clair. Il a parlé de... Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. C'est clair. C'est très clair. Le débat est tranché. On n'a pas dit mandat de 5 ans, mandat de 7 ans. On a dit nul ne peut faire plus de 2 mandats. Il est à son second mandat. Il est à son second mandat. Il fait partie de ce que le nul écarte. Par conséquent, il ne peut pas avoir un troisième mandat. Vous n'aurez pas Macky Sall en 2024 comme adversaire? Non, je n'y pense même pas. Vous voyez, moi, les gens parlent. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais je demeure convaincu qu'il ne sera pas candidat. Parce qu'il sait que les Sénégalais n'accepteront pas sa candidature. Le Sénégal n'acceptera pas sa candidature. Mesdames, Messieurs, Africains d'ici de la diaspora, votre émission Dakar Soir reçoit ce soir Mamadou Ndiaye. Il est le président du parti PRDS, membre de la coalition Jotna. Avec lui, nous étions en train d'aborder les questions de la souveraineté économique, numérique, la nouvelle loi votée sur le terrorisme, les tournées économiques du chef de l'État en Casamance, les stratégies déployées par la coalition Jotna, mais éventuellement sa candidature pour le conseil départemental de Fatigue et sa commune sur, disons, les prochaines élections locales. Mamadou, votre dernier mot à l'endroit de la jeunesse africaine, en particulier celle sénégalaise?
La première chose que je vais dire, c'est qu'il faudrait qu'elle croie en elle. Sans cette foi en soi, on ne peut rien réussir. Je veux aussi qu'elle soit plus responsable. Plus responsable, c'est quoi? C'est éviter d'entrer dans ce jeu de vandalisme qui ne va rien nous servir. Parce que tout ce que nous allons casser aujourd'hui, nous allons reconstruire ça demain. Pas sans elle. Ouais. Non, bien sûr, ce pays ne peut pas partir sans la jeunesse. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est le pouvoir, c'est la force de demain. Donc nous avons le devoir de les accompagner sur ce chemin. Merci, ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci et bonsoir. About them, nobody gon' feel love you.